Bonjour à tous, mes chers amis. Bienvenue à cette 7e édition d'Emerging Valley. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Zicamp pour cette édition sous le signe de l'innovation Europe-Afrique, de l'amitié Europe-Afrique, de la création de passerelles entre les deux continents et aussi de l'ouverture au monde. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avons la chance d'avoir pour la 3e fois le haut patronage du président de la République et d'accueillir des invités d'exception. Et je salue notamment l'ambassadeur d'Inde en France, qui a fait le déplacement pour nous parler de l'écosystème d'innovation indien, que je vous demande d'applaudir. Et qui va nous délivrer une keynote inspirante. Cette année, Emerging Valley s'inscrit à un moment stratégique avec la capitale européenne de l'innovation qui a été décernée à ce territoire, cette ville de Marseille, ce territoire métropolitain qui incarne ce hub de l'innovation, ce catalyseur entre les startups du Sud et du Nord et qui veut être le lieu où s'invente l'innovation et les solutions de demain par rapport à nos défis d'aujourd'hui. Pour réaliser et donner vie à cette manifestation, je remercie l'ensemble de nos partenaires, à commencer par nos partenaires fondateurs, la métropole Aix-Marseille-Provence, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille et l'établissement public Euroméditerranée. Et l'ensemble des partenaires et sponsors que vous voyez affichés dans cet écran. Et je vous demande chaleureusement d'applaudir tous nos sponsors et tous nos partenaires. Cette année, cette journée est une journée aussi spéciale parce que nous avons été labellisés Journée internationale de la Méditerranée avec une programmation méditerranéenne. Je salue la présence de la délégation interministérielle à la Méditerranée ici présent. Nous allons avoir aussi beaucoup de panels sur la Méditerranée avec l'Agence française de développement que je salue. Et nous allons aussi parler de sujets inédits, notamment le sport, l'innovation. Nous avons de très belles délégations qui sont venues, notamment du Kenya. Et nous avons aussi des délégations venues du Togo, du Rwanda, du Maroc, de Tunisie, du Kenya que je viens de citer. Et je vous demande d'applaudir toutes ces délégations parce que nous avons aujourd'hui plus de 100 startups qui participent à cette manifestation. Emerging Valley, c'est aujourd'hui 3 stages. Nous avons plus de 150 speakers qui vont parler, défendre leurs idées, partager, co-innover avec vous. 26 heures de conférences en cumulé. Et ça va être en live et en digital. Plus de 2000 personnes connectées à travers 70 pays qui vont nous suivre aujourd'hui. Cette ambition, nous la portons avec Emerging Valley. Ce territoire est le territoire le plus légitime pour être cet incubateur, ce catalyseur de l'entrepreneuriat à impact entre l'Europe et l'Afrique et d'être la porte du monde vers la tech à impact et à solution. Et tout d'abord, je vous demande de vous applaudir, vous, d'être ici ce matin, parce que c'est vous qui allez incarner ce sommet tout au long de la journée. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à monsieur Laurent Lardit, adjoint au maire de Marseille, pour la séquence inaugurale que je vous demande d'applaudir. Passer après Samir est toujours un problème de réglage de micro, il faut les remettre au niveau. Voilà. Alors, messieurs les ministres, je crois qu'on va en avoir en visioconférence qui nous écoutent déjà. Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en France, Votre Excellence, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui ici. Monsieur le vice-gouverneur d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les consuls nombreux que j'ai croisés ce matin, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le conseiller métropolitain, Monsieur donc Samir Abdelkrim, cher ami, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'institutions et d'entreprises, et chers participants de manière plus générale. Voilà, j'ai terminé avec le temps protocolaire, maintenant on y va. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour l'ouverture de la septième édition d'Emerging Valley.
de représenter le maire de Marseille, Benoît Payan, qui m'a chargé de vous saluer et de vous souhaiter à tous, de nous souhaiter à tous, des échanges fructueux au cours de cette journée. Je veux commencer encore une fois mon propos en remerciant les organisateurs d'Emerging Valley, à commencer par son inspirateur, Samir, qui nous permet de vivre année après année des rencontres enrichissantes, mais aussi, et je pense qu'il faut insister là-dessus, de mesurer, avec ce rythme de rencontres annuelles, à quel point nous vivons dans un monde où les crises successives deviennent finalement la norme. Nous avons en moyenne une nouvelle crise majeure chaque année depuis plusieurs années, et où l'innovation devient donc une arme déterminante pour nous adapter à leurs conséquences année après année. Nous vivons donc des crises. Nos univers d'entrepreneurs ou de responsables politiques, pour ma part je suis les deux, sont sans cesse bousculés par de nouveaux défis. La crise sanitaire, il y a quelques années, a bouleversé nos vies et nos activités. Plus récemment, le conflit en Ukraine, des deux côtés de la Méditerranée, a accéléré nos nécessaires réflexions sur des sujets aussi importants que l'indépendance alimentaire ou l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, c'est l'accélération du changement climatique qui se pose à nous finalement comme un nouveau défi, car nous nous rendons compte, nous savons que nous disposons finalement de moins de temps que nous l'espérions pour opérer des transitions qui pourtant auparavant étaient déjà jugées tout à fait urgentes. C'est donc ici aujourd'hui encore à Emerging Valley que les entrepreneurs d'Afrique et d'Europe se rencontrent pour inventer les réponses aux immenses défis de ce siècle. Pour relever ces défis, continuer à innover, à inventer, à créer de nouveaux services, de nouveaux produits et de nouvelles solutions au service du plus grand nombre, Marseille apporte sa contribution. Alors là, désolé, il y a une petite page de publicité en fait. Vous avez un flash code là sur lequel vous pourrez télécharger la feuille de route pour le développement économique de la ville de Marseille. C'est donc une courte page de publicité, mais je vous recommande sa lecture parce qu'elle montre finalement que l'innovation peut aussi être politique et que Marseille, capitale économique de l'Europe en Méditerranée, porte ce sujet de l'économie et de l'innovation comme une véritable politique publique au service des entreprises comme de ses habitants. Oui, à Marseille et dans l'ensemble de la métropole marseillaise, nous croyons collectivement que ce sont les entreprises, avec les citoyens, avec les associations, qui sont les premiers acteurs des transitions qui s'imposent à nous aujourd'hui. Marseille a décidé pour sa part de s'ancrer dans le réel, en considérant que c'est notre dynamique d'adaptation à tous ces défis qui devient progressivement le moteur principal de notre développement économique. Vous aurez cet après-midi, lors des tables rondes, une en particulier où la ville de Marseille vous parlera des industries culturelles et créatives, de l'incroyable destin finalement d'une ville qui devient progressivement une capitale de la création, une capitale du cinéma, des industries culturelles et créatives, comme on le dit aujourd'hui, en s'appuyant sur ce qui a finalement toujours fait sa force, être composé de personnes venues de tous les continents, de l'Afrique en particulier, d'une ville qui a toujours su accueillir, intégrer ceux qui, par choix parfois, par nécessité aussi, sont venus ici un jour pour devenir des Marseillais. Finalement, si on regarde bien, en 2600 ans d'histoire, Marseille, finalement, n'a jamais changé de vocation. Elle évolue, mais elle demeure une plateforme d'échange dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Une base arrière pour les entreprises européennes qui souhaitent se développer en Afrique et en Méditerranée, mais aussi maintenant, de plus en plus, une base avancée pour les entreprises africaines, pour les entrepreneurs africains, de plus en plus nombreux à souhaiter aborder Marseille, mais aussi, bien entendu, les marchés européens, y proposer leurs innovations, y proposer leurs produits et leurs solutions. En conclusion, il est juste un thème que je voudrais aborder rapidement, une forme de contribution de la ville de Marseille à vos débats d'aujourd'hui et peut-être aux futures éditions d'Emerging Valley, celui du nouveau défi qui naît finalement de cette accélération du changement climatique. Je veux parler du défi de l'adaptation. Nous savons maintenant qu'il est déjà trop tard pour rapidement freiner ou inverser le changement climatique. À l'échelle, au moins des décennies à venir en tout cas, ce sont donc des solutions qu'il va falloir trouver et mettre en œuvre ici,
comme dans beaucoup de villes dans le monde, pour permettre tout simplement aux habitants de continuer à y vivre, malgré des phénomènes comme la montée des températures, malgré des phénomènes, c'est le cas d'une ville littorale comme Marseille, la montée des eaux. Que faire? Quelle solution technologique pour s'adapter à des coûts supportables? Quelle solution sociale, politique, pour gérer cette situation inéluctable et à venir? Eh bien, je crois que la réponse n'existe sans doute pas encore aujourd'hui. Mais ce dont je suis en revanche sûr, c'est que c'est vous, entrepreneurs, avec vos idées, qui apporterez dans l'avenir des solutions. Cette économie de l'adaptation, il tient à vous d'y réfléchir, de concevoir et de proposer, en un seul mot, d'entreprendre. Et si vous décidez de le faire à Marseille, sachez que vous trouverez ici une ville et des habitants qui sont conscients et engagés dans tous ces défis, qui sont conscients de votre valeur et qui vous attendent les bras ouverts. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'adjoint au maire. Je vais vous demander maintenant d'accueillir sous vos applaudissements monsieur Vincent Languille. Et nous aurons juste après une petite surprise parce que nous avons l'honneur d'avoir eu une keynote exclusive du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc restez là parce que ça va être vraiment passionnant. Vincent Languille, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue à The Camp. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, cher Samir, chers amis d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Au nom de Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, je suis très honoré de pouvoir ouvrir cette 7e édition d'Emerging Valley. Je suis Vincent Languille, maire du Tolonnais et conseiller métropolitain délégué au commerce extérieur. Je tiens d'abord à remercier Samir Abdelkrim et l'ensemble de ses équipes à Emerging Valley pour organiser ce forum et saluer le choix de ce lieu, le Technopole de l'Arbois et The Camp, un lieu emblématique de notre territoire. Je tiens aussi à saluer spécifiquement monsieur l'ambassadeur Jawel Ashraf, ambassadeur d'Inde en France, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Et ici, dans cette métropole, cette jeune métropole de 2016, un territoire particulier, comme vous le savez. Il est composé de 92 communes et de près de 2 millions d'habitants. C'est la plus vaste métropole de France. Elle fait 4 fois le Grand Paris, 2 fois le Grand Lyon. Ici, c'est le premier pôle économique du sud de la France. C'est un territoire au cœur des échanges économiques en accueillant le premier port de France, le deuxième en Méditerranée, un aéroport international qui se positionne en première place pour le fret, 2 grandes gares TGV et le 5e hub numérique mondial. C'est un territoire qui sait accueillir les grands événements, comme nous venons de le prouver, en accueillant récemment la Coupe du monde de rugby, la venue du pape, prochainement les Jeux olympiques avec les épreuves de voile et de football à Marseille, et qui suscite aussi un intérêt particulier au niveau national avec le plan Marseille en grand, voulu par le président de la République, dont nous sommes sous le haut patronage aujourd'hui. La métropole accueille et accompagne historiquement la création d'Emerging Valley, qui est un grand rendez-vous économique de la tech africaine et émergente. Nous en sommes le principal partenaire. L'Afrique est en effet un enjeu majeur pour notre territoire. Nous bénéficions d'une position géostratégique exceptionnelle, de liens humains, de liens historiques, économiques, culturels, d'un écosystème dynamique tourné vers la Méditerranée et au-delà vers l'Afrique. Notre métropole a des atouts incontestables, premier port français vers l'Afrique, premier hub numérique vers l'Afrique. Elle accueille un tissu d'entreprises fortement impliquées dans les relations avec l'Afrique, comme des entreprises emblématiques, la CMA-CGM, l'Olympique de Marseille, la Compagnie fruitière, mais aussi une communauté exemplaire d'entrepreneurs, Afrique-Europe, Africa Link, ce réseau, qui génère chaque année plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires. La métropole concentre 20% des investissements africains réalisés en France et elle accueille 5000 talents africains. L'université Aix-Marseille Université est la première université francophone au monde et nous avons aussi une grande école de commerce, Kedge, qui est très fortement impliquée en Afrique. Nous bénéficions d'un écosystème vibrant, riche de 9 clusters, 6 pôles de compétitivité labellisés, 3 technopoles, dont celui-ci, The Camp, 16 accélérateurs et incubateurs. Aussi des institutions qui vont intervenir ce matin, l'AFD ou l'IRD, qui sont partenaires d'Emerging Valley et que nous saluons.
D'autres acteurs comme Anima Investment Network ou Avitem, l'agence des villes et territoires durables, qui sont spécialisés dans le partenariat urbain avec la Méditerranée et l'Afrique. Et en tout, ce sont 350 startups africaines chaque année qui sont candidates à des concours d'innovation, dont beaucoup sont certainement présents ici aujourd'hui. En 7 ans, Emerging Valley a su s'imposer comme un événement incontournable. Et aujourd'hui, ce sont 45 sessions qui vont se succéder. Nous saluons donc les 100 startups et les 145 speakers qui vont se relayer aujourd'hui. Vous savez que les enjeux sont gigantesques en termes de richesse, de création d'emplois, d'innovation pour les 2 rives de la Méditerranée. Nous devons attirer et valoriser tous les talents qui travaillent avec l'Afrique. Donc chaque année, la métropole à Emerging Valley se renforce, notre relation s'inscrit dans une démarche globale et cette démarche est baptisée Provence Africa Connect. C'est pour renforcer notre positionnement comme hub Europe-Méditerranée-Afrique. Ce positionnement, c'était la base de notre candidature au prix iCapital l'année dernière et la métropole Aix-Marseille-Provence a remporté en décembre dernier à Bruxelles le prix de capitale européenne de l'innovation. Et hier ont été décernés les prix pour la première fois à Marseille et non à Bruxelles. Et c'est la ville de Lisbonne qui a remporté le prix de l'innovation. Le maire de Lisbonne a d'ailleurs salué certains d'entre vous hier en accueil et a donné toute son inspiration dans un speech très enflammé. Donc nous sommes ici pour poursuivre cette aventure avec l'Afrique et cette relation de hub en décernant notamment les prix Provence Africa Connect pour valoriser ces entrepreneurs et aussi valoriser le consortium de partenaires dans le cadre d'un programme Soft Landing Provence Africa Connect pour accompagner les startups sur notre territoire. Les équipes de la métropole Aix-Marseille-Provence sont toute la journée Stage 2. The teams are here for you. They're free to relate and to give you all the advice to settle here in Provence. Donc ne vous inquiétez pas si vous voulez entendre les participants. Donc vous avez Nicolas, Paul, entre autres, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. Rappelez que la candidature donc, était basée sur l'innovation et la diversité. Notre métropole est basée sur une histoire de diaspora, d'accueil, d'échange. Et c'est la base de nos relations. Et c'est ce qu'a voulu vraiment porter hier Martine Vassal, notre présidente, qui est elle-même chef d'entreprise et qui comprend vos problématiques et vous aide à créer ce rayonnement et ces synergies qui sont nécessaires pour atterrir sur un territoire. C'est pourquoi nous souhaitons que ce partenariat soit tous les ans renouvelé. Bravo pour cette 7e édition et que cette vallée du plateau de l'Arbois soit l'émergence des nouvelles richesses à venir. Très bonne session à tous. Merci beaucoup. Vous avez cité effectivement le partenariat historique et Madame la Présidente Martine Vassal et également je salue aussi, vous avez cité Monsieur Benoît Payan qui ne peut pas être là, je salue aussi Madame Laure-Agnès Karadec, mais je ne vais pas être le seul à saluer, nous avons la chance d'avoir la vidéo d'ouverture par le ministre Becht qui remercie les collectivités et qui vous accueille et je vous demande maintenant de passer la vidéo du ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, Olivier Becht. Mesdames et messieurs, chers amis, je ne peux malheureusement pas être parmi vous pour cette 7e édition du sommet Emerging Valley. C'est cependant une vraie satisfaction de voir cet événement devenu l'un des rendez-vous de référence pour les échanges entre entreprises africaines et européennes dans le domaine des nouvelles technologies rayonner et poursuivre sa très belle trajectoire. Je voudrais saluer cette année l'implication croissante des collectivités territoriales, en particulier dans vos territoires, en faveur du développement des synergies entre l'Afrique et l'Europe. Sous la houlette de la présidente Martine Vassal, je pense à l'engagement du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'à celui de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. L'un et l'autre jouent un rôle essentiel de trait d'union entre l'Europe, la Méditerranée, Mare Nostrum, notre mer, et le continent africain. Je prendrai l'exemple de l'initiative Provence Africa Connect, lancée par la métropole en 2020, par laquelle celle-ci renforce son positionnement de hub Europe-Afrique et aide tous les porteurs de projets liés à l'Afrique, start-up, entreprises ou associations.
Quant au département, je me réjouis qu'il ait invité à ce 7e sommet Emerging Valley une délégation kenyane d'athlètes et de membres du comité olympique. C'est pour moi un très beau témoignage de reconnaissance alors que le comité olympique kényan a choisi la Provence et en particulier les installations sportives de Miramas pour venir s'entraîner en amont des Jeux olympiques de l'été prochain. Ces Jeux seront, je n'en doute pas, un moment de communion entre tous les continents dans un esprit de respect, d'amitié et d'excellence qui caractérise le sport. Je pense aussi à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, présidé par Laure Agnès Karadec, et à son concours MED Innovant, très porté sur la tech africaine et le rôle que celle-ci peut jouer dans l'aménagement des villes durables ou encore de la lutte contre le changement climatique. Je pense enfin à la ville de Marseille, bien sûr, représentée aujourd'hui par sa première adjointe, Michèle Rubirola. La municipalité, je le sais, vient de remporter un grand succès national sur le plan des industries culturelles et créatives. Elle confirme là son admirable capacité à construire des ponts culturels entre nos deux continents. Finalement, tout cela s'inscrit dans la droite ligne de l'ambition que porte sur ces questions, à l'échelle nationale, le président de la République. Je m'en réjouis sincèrement. Cette ambition, c'est celle de refonder le partenariat Afrique-France au travers de l'économie, dans le domaine du numérique plus spécifiquement, et misant sur les nouvelles générations, la diaspora africaine et les liens culturels. Moi, je reviens moi-même du Nigeria, je serai la semaine prochaine en Afrique du Sud, j'étais un peu plus tôt cette année au Kenya ou en Tanzanie, l'année passée au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Algérie, au Maroc. Et je salue ici chaleureusement la présence du Premier ministre ivoirien, Robert Brugomembe, dans vos rangs. Dans chacun de ces pays, j'ai pu constater que les opportunités de coopération sont immenses. En France, en Europe et partout sur le continent africain, l'esprit d'innovation de nos jeunesses et leur volonté d'aller de l'avant au service du progrès humain sont tout simplement remarquables. Nous devons finalement saisir ce momentum pour affermir nos partenariats, consolider nos échanges, créer de part et d'autre de la Méditerranée une croissance fondée sur l'innovation et une richesse profitable à tous. Encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous de votre engagement au service de cette noble cause. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent sommet. Merci. Comme l'a annoncé Monsieur le ministre Becht, nous avons l'exceptionnel privilège d'avoir une keynote spéciale adressée par son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Robert Mambé-Begré, qui va s'adresser à vous sur la jeunesse Europe-Afrique et le futur de nos relations à travers l'innovation. Je vous demande de l'applaudir et on passe la keynote spéciale de Monsieur le Premier ministre. Chers amis européens, chers amis africains, en 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants et l'Europe sera à peu près 500 millions d'habitants. Chacun des deux continents a ses particularités. L'Europe connaît un niveau de développement extraordinaire. D'ailleurs, qui peut en douter quand on sait que l'Europe a conquis le monde par la technologie, la science et par le développement de ses idées d'humanisme et de proximité entre les hommes. L'Afrique a la tradition de l'homme, de l'humain. Mais en plus, l'Afrique a sa culture fondée sur le respect de tout ce qui peut contribuer à donner de la valeur à l'humain. Mais l'Afrique a aussi des richesses naturelles dans son sous-sol. C'est peut-être le continent le plus riche en matière de richesses naturelles dans le sous-sol.
Mais l'Afrique aussi a des jeunes, une population très jeune. D'ailleurs, près de 3/4 de la population en Afrique est jeune, c'est-à-dire moins de 35 ans. Il y a donc, en matière de richesse, un dividende démographique énorme, profitable aux Africains pourvu que nous sachions utiliser cela. Alors, quand on met en balance ces atouts de l'Europe et les atouts en Afrique, est-ce qu'il ne serait pas plus profitable pour les Européens et les Africains d'être ensemble? La question est là. Nous pensons, après analyse, que l'Afrique est la chance et le futur de l'Europe. Les analystes politiques ont de la matière, mais les économistes aussi ont de la matière, tout comme les scientifiques. Parce que, finalement, chacun des continents gagnerait à être partenaire l'un de l'autre. Les générations futures nous seraient reconnaissantes d'avoir anticipé ces partenariats dès maintenant. Il ne faut plus attendre. Si l'Europe et l'Afrique hésitent, l'Amérique et l'Afrique n'hésiteront pas. L'Afrique et l'Asie n'hésiteront pas. Nous ne sommes séparés que par une bande de mer en Méditerranée. En moins de 30 minutes, on relie le Maroc à l'Espagne. Qu'est-ce que nous attendons? Notre chance, c'est notre proximité. Vive la coopération entre l'Afrique et l'Europe, parce que les dirigeants actuels auront été intelligents, les générations futures seraient reconnaissantes que nous ayons agi. Merci à Monsieur le Premier ministre pour cette keynote d'inspiration qui, je pense, donne le cap pour cette édition. Qu'attendons-nous pour aller plus loin dans la coopération entre l'Europe et l'Afrique? Merci Monsieur le Premier ministre, encore une fois, applaudissez-le. La séquence inaugurale touche à sa fin. Je vous demande encore une fois d'applaudir nos élus qui ont fait cette ouverture. Merci à vous. Et nous allons maintenant passer à un moment très spécial de la matinée. C'est la keynote, l'adresse spéciale avec Monsieur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Inde en France, Jawed Ashraf, que je vous demande d'applaudir et d'accueillir. Mr. Ambassador, so just to, pour exceptionnellement, je vais parler en anglais parce que nous avons la chance et l'honneur d'avoir l'ambassadeur d'Inde avec nous, so I will switch to English. Mr. Ambassador Jawed Ashraf, we will talk for a few minutes about the leadership of India in terms of innovation on the global stage. India has seen a steady and strong rise in the tech and startup industry. It is today the world's first largest ecosystem. Can you please elaborate on that? Well, thank you, Abdul Karim Samir, Deputy Mayor Laurent Ladi. I think I've got your name right. To the Metropolitan Councillor Vincent Langui.
and to all the people present here. Thank you for inviting me here first. It's an absolutely superb campus. It's a beautiful campus. And coming from Paris, the light here is very different. I think it is just the light you need for innovation and ideas. And when I think of Marseille, when I think of this region in general, why I think it is also going to be the future of innovation is because if you see throughout the world, innovation centers usually develop away from national capitals. Because national capitals is about government, regulation, big business, big places. You need to have that freedom of thought, freedom of thinking, risk-taking, which I think Marseille has. I wanted to mention to everyone here that we will soon be opening a consulate in Marseille. Marseille will... On peut applaudir. And actually, I'd also like to shift from Paris to Marseille, but they won't let me do that. But also that there are many other connections coming up. We've just at G20 announced the India, Middle East, Europe corridor, which will be a big infrastructure and logistics corridor, which will start in India and terminate in Marseille. There will also be the big submarine cable, the digital highways of today and tomorrow, which will start from India and end in Marseille. So there's so many ways in which I see a great future for Marseille, and which is why we preferred it over Lyon and other cities. But to come to your point, I would say, and there is a lesson in it, one, of course, is that we are a country of 1.4 billion people. Now, 1.4 billion people is like the size of Africa as a continent. And we have all the problems, all the challenges of the world to solve. So digital technology in many ways has opened that possibility. And I think the government's approach has been that how do we use digital technology? Le gouvernement a souhaité, pour atteindre des objectifs et accélérer la croissance. Aujourd'hui, on parle de l'Inde comme le troisième plus grand écosystème avec des milliers de startups, avec 101 licornes qui valent 36 milliards de dollars. Il y en a 5 qui vont au-delà de 10 milliards de dollars. Et c'est vrai que nous offrons une certaine échelle avec 1,4 milliard d'habitants. Et l'on peut dire également que notre population est très jeune. Voilà pourquoi, lorsque je vois des jeunes ici, ça m'encourage. L'âge moyen en Inde, c'est 28 ans. 56% d'entre eux ont moins de 36 ans. Sans parler du fait que l'Inde possède une base technologique très importante puisqu'elle représente 40% des capacités internationales et plus particulièrement des centres de capacité. Nous produisions 2,25 millions d'ingénieurs. Les gens préfèrent être ingénieurs que fonctionnaires. C'est vraiment incroyable de voir que les meilleures universités d'ingénierie, dans ces facultés, ils préfèrent les ingénieurs, une fois diplômés, se tourner vers les startups. En deuxième lieu, je souhaitais parler des politiques du gouvernement. Nous avons créé un système très ample, très élaboré de la Startup Inde au niveau national. Et il y a des startups dans chaque État. Ici, vous avez la métropole, les départements, les régions. Nous avons les États. Et donc, dans chacun des 28 États, nous avons des écosystèmes de startups avec des avantages fiscaux, notamment si vous vendez vos actions à haute valeur, ce qui est très important pour les startups. Nous, parmi les politiques du gouvernement, on retrouve également une politique
de fonds de financement, ce qui est très utile. Et tous les programmes du gouvernement ont des instructions en matière de propriété intellectuelle. Et ces instructions sont accessibles à tous et elles contribuent à favoriser un climat de collaboration. Nous avons une plateforme qui offre des services, de nombreux services, mais je vous en dirai plus tard. Et enfin, il y a également cette politique d'inclusion financière, de promotion, de commerce électronique, et tous ces éléments ont créé des conditions favorables, un écosystème avec de nombreuses sortes de capacités qui sont connectées avec des câbles de fibre optique, avec des câbles d'Internet haut débit, avec 1,2 milliard d'utilisateurs de téléphones mobiles, plusieurs millions de smartphones et encore plus de connexions Internet qui seront disponibles. Ce sont des infrastructures qui ont été créées à partir de cette innovation. Et je pense que il fut un temps, la plus grande infrastructure d'innovation dans le pays. Monsieur l'ambassadeur, pour cette vision, you mentioned the role of the public. Vous avez mentionné le rôle public dans l'innovation et dans le secteur privé. Vous avez également parlé des infrastructures numériques publiques. Il s'agit de l'un des facteurs les plus importants de l'approche indienne pour ce qui est de construire l'infrastructure publique. Selon vous, de quelle façon l'Inde est-elle en train d'explorer des opportunités de collaboration avec d'autres pays, notamment lorsque l'on voit le succès de l'innovation en Inde? Est-ce qu'il y aurait des collaborations en Afrique et en Europe, et quelle est la place de cette collaboration Inde-Europe-Afrique? On peut développer notre vision d'Internet de 3 façons. Tout d'abord, à travers le contrôle de l'État, comme c'est le cas en Chine ou en Russie. Ou alors à travers le prisme de la Big Tech, comme c'est le cas aux États-Unis. Et c'est vrai que les États-Unis présentent une plus grande concentration de pouvoir que d'autres États. La troisième façon que l'on peut utiliser, c'est l'ouverture au public en développant un accès ouvert à tous, et telle est la vision partagée par l'Europe et l'Inde. C'est la base à partir de laquelle nous avons construit un partenariat entre l'Inde et la France ces 2-3 dernières années dans le secteur des infrastructures publiques et plus particulièrement de l'Internet. Il y a une convergence philosophique très forte, beaucoup plus forte que la sophistication technologique, car ainsi nous développons, nous décidons comment nous développer, quelle place prendre notre monde, et ainsi nous pouvons avancer. L'infrastructure publique indienne n'appartient pas à l'État, n'appartient pas à la Big Tech, elle est indépendante, inclusive, démocratique. Elle a été construite à travers un réseau d'institutions avec des logiciels open source, des réglementations pour favoriser un climat d'innovation sur le marché. Nous souhaitons également une politique de données. Nous l'avons, elle est très similaire à celle de l'Europe, et ça c'est très important pour la façon dont on utilise nos données, mais aussi pour la façon dont on peut autonomiser les gens. Il s'agit ici de parler de confidentialité, de sécurité, de propriété, de consentement. Il s'agit également de libérer le potentiel des données afin de fournir des services au public. Et ça, c'est tout le succès de l'Inde. Nous avons une architecture qui est basée sur l'autonomie des données et sur des infrastructures. Nous avons cette solution technologique, nous avons des réglementations, nous avons des lois sur la production de données, mais nous avons également
injecter dans nos infrastructures une architecture qui va fournir une solution technologique pour pouvoir venir renforcer la réglementation. Donc, revenons sur le pouvoir des données. Par exemple, pendant la pandémie de Covid, on pouvait utiliser les infrastructures publiques pour servir plusieurs milliards de gens chaque jour. Nous avons également ouvert nos services à 600 milliards de personnes et nous avons de nombreux centres qui sont en Inde cette année. Et j'ai encore beaucoup d'autres exemples à vous citer. Nous avons travaillé sur un programme bilatéral avec la France qui s'appelle Infra, donc Inde-France, l'infrastructure indo-française, et nous avons identifié 10-11 projets sur l'utilisation de l'infrastructure publique. Comment collaborons-nous? Nous comprenons, nous avons cette approche philosophique, notre vision d'Internet, nous avons des valeurs sociales qui sont à la base de notre collaboration. Avec la France, avec l'Europe, nous coopérons de l'IA aux infrastructures publiques. Nous étions à Vivatech l'année dernière. Quant à l'Afrique, eh bien, sachez qu'en 2016, j'ai commencé un projet avec l'ONU qui portait sur l'identité numérique. L'objectif, c'était de créer un registre d'identifiants numériques pour offrir des services. Nous étions préoccupés, nous souhaitions nous développer. Ça n'a pas vraiment marché. Mais aujourd'hui, avec notre gouvernement et présent dans de nombreux pays avec de nombreux investissements, de nombreux projets en cours. Nous travaillons avec de nombreux pays sur les infrastructures publiques numériques et sur l'innovation. Ensemble, nous souhaitons résoudre des problèmes dans l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la microfinance et ainsi de suite. Nous essayons d'utiliser les données pour cela et nous avons amorcé une transformation pour pouvoir dynamiser notre coopération. Voilà la façon dont nous travaillons avec l'Afrique. Et nous avançons. Comme vous le savez, pendant le G20, nous avons fait deux choses. L'Union africaine est désormais membre du G20. Durant la présidence indienne, nous avons été invités au G20. La deuxième chose que je souhaitais vous dire, c'est qu'en Inde, nous avons développé, nous sommes en train de travailler sur des outils d'intelligence artificielle et nous souhaitons exporter notre expérience dans la résolution de problèmes, des problèmes qui aujourd'hui se trouvent en Afrique. Et nous ne souhaitons pas exporter, mais plutôt autonomiser les Africains, les inspirer, les encourager à innover. Alors, où se trouve Marseille, où se trouve l'Europe dans tout ce que je vous dis? Nous avons déjà un excellent partenariat numérique avec la France. Nous avons un partenariat d'excellence avec de nombreux pays africains. Alors, quelle langue utilisons-nous? Eh bien, vous savez, il y a l'Afrique francophone. En deuxième lieu, nous tenons compte de la proximité. Il y a d'excellentes infrastructures. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est attirer les startups indiennes, les innovateurs indiens, afin qu'ils viennent ici. Nous devons, par ailleurs, appeler les institutions qui viennent promouvoir les incubateurs, les accélérateurs. Nous devons également inviter tous les grands innovateurs d'Afrique. Il y en a d'excellents au Kenya, par exemple. Il y a de multiples exemples de succès. Nous devons tous les amener ici. Nous pouvons vous apporter notre support et lancer une conversation, car c'est en réunissant les gens en ligne ou en présentiel, on préfère en présentiel, que l'on peut explorer des opportunités et des idées. D'ailleurs, lorsque le Premier ministre est venu en France en juillet, il a parlé de l'horizon 2047 avec un partenariat numérique.
Et il y a des idées sur lesquelles nous avons travaillé. Nous avons mentionné un fonds numérique pour la France et l'Inde. Alors c'est la France et l'Inde pour le moment, mais l'Africa est la bienvenue. Nous souhaitons que la France, l'Inde offrent des financements, leur expérience également, mais aussi un mentorat pour venir soutenir l'innovation, qu'il s'agisse du changement climatique, de l'énergie propre, de la santé, de l'éducation, du développement rural, de la microfinance. Il y a de nombreux secteurs dans lesquels nous pouvons ainsi identifier les défis et les relever avec les technologies numériques. Il y a plusieurs étapes à franchir et nous serions très heureux de travailler avec vous sur ce sujet. Monsieur l'ambassadeur d'Inde, thank you for the vision. Thank you for your vision, for the collaboration, for the cooperation. Merci pour votre collaboration, votre coopération et votre vision de l'avenir. Je pense qu'aller de l'avant, c'est une bonne chose à faire. Une dernière chose. Vous savez pourquoi je me passionne pour tout cela? C'est parce qu'on en arrive à un stade, et là ce sera mon dernier point, après les 300 ans de l'ère industrielle, nous arrivons dans l'ère de l'intelligence artificielle. Nous pouvons soit créer un monde qui sera plus divisé, plus inégal parce que le pouvoir de la technologie sera détenu par une poignée d'hommes, ou nous pouvons tirer parti du pouvoir de cette technologie pour créer un monde plus équitable dans lequel nous pourrons relever les défis auxquels nous sommes confrontés et faire en sorte que la grande majorité du monde qui n'aura pas accès aux bénéfices de cette technologie puisse y accéder. Nous devons également répondre aux défis dans des secteurs tels que l'éducation, la sécurité alimentaire, et nous devons également nous lancer sur le chemin du développement afin de créer un monde plus équitable dans lequel les pays peuvent s'élever ensemble vers l'égalité des chances. Ça, c'est le pouvoir de la technologie que nous devons développer. Nous avons des services qui sont fournis très rapidement. C'est incroyable. Il y a des partenariats entre la France et l'Inde. Ces partenariats pourraient nous encourager à avoir une vision plus large que d'autres leaders partagent.